on gère sa peur, on sait qu'elle doit être présente. Quelqu'un qui n'a plus peur devrait arrêter de faire ce métier parce que on n'est pas des gens inconscients, on est des gens qui mesurent tout ce qu'ils font quand ils sont justement sur le terrain. Bonjour Régis. Bonjour. Focus aujourd'hui sur ton parcours de grand reporter. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alors, me présenter, je m'appelle Régis Le Sommier, j'ai 56 ans. Ça fait à peu près, pour ce qui est du métier de grand reporter, ça fait 25, 26, 27 ans que je fais ce métier. On va dire que ça m'a amené dans des endroits j'ai vécu des choses grâce à ce métier particulier, ce métier de passion assez exceptionnel. Je trouve personnellement que c'est le plus beau métier du monde. Alors, vous me direz que peut-être si j'en avais fait un autre, je dirais la même chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment nourri. J'ai l'impression d'arriver à... Voilà, j'ai dépassé la cinquantaine. J'arrive dans le dernier tiers de ma vie, on va dire. Et j'ai l'impression d'avoir un bagage, grâce à ce métier de grand reporter exceptionnel, d'avoir vu le monde, de l'avoir parcouru, d'avoir assisté parfois aussi à l'histoire qui sort devant vous quand vous êtes amené à vivre des circonstances exceptionnelles, historiques, grâce à un reportage ou parce que vous vous retrouvez au bon endroit, au bon moment. Et je vais, si je peux dire, synthétiser la quintessence du reportage, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, là où ça se passe. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Alors, on n'a pas toujours 100% de résultats positifs. Parfois, on loupe. Il y a des reportages que j'ai ratés, mais il y a aussi des reportages que j'ai réussi. Et vraiment, j'ai toujours fait tout avec passion. J'ai toujours bouffé la vie, vraiment, jusqu'à... voilà, aller dans des territoires ou des endroits où jamais je n'aurais imaginé aller avant. Voilà. Quand je grandissais, quand j'étais jeune, j'avais des rêves, mais je pense que ma vie a été une concrétisation de ces rêves et même au-delà. Voilà. Quels ont été tes premiers terrains d'enquête ou de reportage marquants et comment tu les as vécus ? Alors, premier terrain d'enquête à proprement parler, c'était pas du grand reportage, c'était ce qu'on appelle des faits divers. J'ai eu la chance aussi de faire un premier stage à Paris Match dans ce magazine prestigieux qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a appris tellement de choses. Et au départ, à Paris Match, quand on était un jeune pigiste, on vous envoyait faire en province. On ne faisait pas tout de suite de l'international. Le premier reportage marquant en province que j'ai fait à l'époque, c'était sur une secte qui avait commis un suicide collectif qui s'appelait l'Ordre du Temple solaire. Ça se passait entre la Suisse et la Haute-Savoie. Et j'avais été enquêté auprès d'anciens adeptes de cette secte, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et ça m'avait vraiment mis le pied à l'étrier. C'était ma première grosse enquête. J'étais pas le seul à l'époque. On nous envoyait, on était plusieurs reporters. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui écrivait le papier. Nous, on faisait l'enquête, on amenait nos informations. Et ensuite, tout ça a été synthétisé. Et on avait la chance, l'honneur à l'époque, c'était quelque chose d'incroyable, d'avoir notre nom écrit, imprimé dans le journal. C'était déjà un signe de reconnaissance. Et puis ensuite, après, évidemment, il y a eu le début du grand reportage. Et ça a été la période américaine pour moi. C'est vraiment le 11 septembre qui m'a ouvert au reportage de conflit, qui a fait que je vais d'abord couvrir l'Amérique. Après le 11 septembre, je vais être nommé correspondant de Paris Match aux États-Unis, au bureau de New York. Et de là aussi, c'est comme ça que je vais suivre aussi les Américains dans leurs aventures au-delà des mers. C'est-à-dire que je vais aller en Irak avec les soldats américains. Et c'est là où je vais commencer à goûter les premières fois du journalisme de guerre, du reportage de guerre auprès des troupes américaines. Tu le disais un instant, tu es parti en Irak. Comment tu te prépares psychologiquement avant de partir sur un terrain de guerre ou de crise ? Il n'y a pas de formule comme ça toute faite. Je pense qu'il faut
Être d'abord en bonne santé, mais ça, a priori, quand on est journaliste, on essaie de l'être. Voilà. Après, on a des accidents de la vie, on a des moments de moins et de plus, on peut avoir des maladies et autres. Mais je dirais que ce qui est important, c'est avant de partir, c'est d'être en forme. C'est de comment ne pas se plonger comme ça dans le bain sans avoir une préparation. Il n'y a pas de préparation psychologique particulière. On sait qu'on va changer d'univers. Ça, c'est l'expérience qui vous l'apprend. Les premières fois, c'est assez difficile, c'est assez choquant. Moi, le premier grand reportage que j'ai fait, c'était sur un hôpital de campagne américain en Irak. Donc avec un hôpital où on traitait des blessés de guerre pendant une opération militaire. Donc on voyait les hélicos qui arrivaient, qui transportaient les blessés, on suivait les interventions avec les chirurgiens, et on a vécu pendant 15 jours au milieu de choses. Je crois qu'en termes de reportage et d'hémoglobine, j'en ai jamais vu autant que pendant ce premier reportage qui m'a pas mal marqué, qui a été vraiment une entrée dans le bain du journalisme de guerre, avant d'accompagner les troupes à proprement parler sur les lignes de front, de comprendre un petit peu la réalité de la guerre avec ces blessés. Et donc tout ça, ça se fait progressivement. En fait, comme je dis, il n'y a pas de formule, hein. C'est une construction progressive et une expérience qu'on acquiert et qui vous fait comprendre assez rapidement que il y a un côté illusoire qui existe dans le reportage, c'est-à-dire qu'on peut témoigner de ce qu'on a vu, mais on ne peut pas témoigner de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont indescriptibles. Il y a des moments, il y a des situations, il y a des sentiments qu'on ressent. Il y a des angoisses. On dit que la peur, justement, structure, mais la peur amène l'adrénaline. Et on a des moments intenses comme ça qui sont proprement indescriptibles, même auprès de nos proches. Et ce qui fait que toujours, on vit un peu les montagnes russes, c'est-à-dire on part en reportage, on se concentre sur le reportage, on est déjà dans l'idée de ce qu'il va être. Et une fois qu'on est envoyé là-bas et on se retrouve comme un peu sur une autre planète. Et de cette autre planète, il va falloir revenir après. Et c'est pour ça qu'il y aura tout ce côté, le retour à la vie civile, on va dire, qui est une expérience aussi que tous les militaires qui ont été déployés en OPEX connaissent, c'est-à-dire cette réadaptation à un monde qui a continué à avancer quand vous n'étiez pas là, à des personnages que vous connaissez mais qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu et qui finalement, pour qui ce que vous avez vécu est intrinsèquement incompréhensible. Et ça, il y a une période d'adaptation plus ou moins longue en fonction de l'intensité des reportages après. Donc il y a la préparation psychologique où là vraiment on commence à se motiver. L'envoi, le fait que on coupe les liens, on est sur place. Parfois, évidemment, on téléphone, on fait des posts sur Internet, etc. On suit. Et puis, il y a le retour, parce que là, on a vécu quelque chose et on va atterrir, revenir dans le monde ordinaire. Voilà. Tu as couvert de nombreux conflits, l'Irak notamment, l'Afghanistan, la Syrie, l'Ukraine. Lequel t'a le plus marqué et pourquoi ? Lequel m'a le plus marqué en termes affectifs, en termes d'investissement, je vais dire, la Syrie m'a beaucoup marqué parce que j'y suis allé plusieurs fois et les rebondissements et ce qui est en train d'arriver en Syrie en ce moment est aussi un prolongement de ce que j'ai pu vivre dans ce pays et le fait aussi de voir que tous ces bouleversements, ces choses qu'on attend et puis qui ne se produisent pas, et puis ces choses imprévisibles qui arrivent à un pays, vous fait que vous repenchez avec une certaine affection sur des moments que vous avez pu vivre là-bas, des choses absolument extraordinaires et des choses absolument tragiques. Donc la Syrie, oui, m'a beaucoup marqué. L'Irak m'a beaucoup marqué, mais beaucoup avec des impressions différentes de claustrophobie. L'Irak, on attendait longtemps parce qu'il y a aussi cette dimension de l'attente. Quand on est en reportage, il n'y a pas de l'action tout le temps. Il se passe parfois des jours sans qu'il ne se passe rien. Et on attend avant de partir en opération, avant d'embarquer, d'accompagner une unité. On est parfois dans une chambre d'hôtel. Et je me souviens de Bagdad à l'époque où
on restait dans des endroits complètement cloisonnés, on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait les risques de kidnapping. Donc on restait 1 jour, 2 jours, 3 jours à rien faire, à essayer de faire du sport. Quand il faisait moins chaud, à la tombée du jour, en courant autour de l'hôtel avec la sécurité qui nous regardait, parce que c'était des hôtels qui étaient vraiment des zones sécurisées au cœur de Bagdad, et on ne pouvait pas sortir chercher notre nourriture, rien du tout. Donc l'Irak me rappelle ces moments-là, me rappelle les moments aussi d'attente intense ou les moments d'extrême action avec les soldats, que ce fut avec l'armée américaine ou avec l'armée irakienne pendant la bataille de Mossoul. C'est-à-dire ce mélange d'impatience et tout à coup d'action au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, parce que ça ne se passe jamais comme on imagine les choses. Il y a toujours un caractère imprévisible, c'est aussi ce qui fait le charme du métier. Donc l'Irak, oui. Et puis toutes les guerres, en fait, sont différentes. Après, il y a évidemment la grande page de la guerre en Ukraine que j'ai couvert depuis 3 ans. J'ai fait à peu près 6 voyages là-bas. Et là aussi, c'est un autre univers. C'est une autre température, un autre espace-temps complètement différent, avec, je dirais, cette notion chez les Russes, comme chez les Ukrainiens d'ailleurs, du passé qui est extrêmement présente. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout, sentez pas du tout ça avec les soldats américains. Les soldats américains sont là pour faire une mission dans l'immédiateté, dans le présent. Les Russes ou les Ukrainiens sont là parce qu'ils pensent au passé qu'ils ont déjà vécu, que les générations ont vécu avant eux, et leur action est dictée par ça. Donc c'est complètement différent. Maintenant, les soldats restent des hommes. Il y a des choses aussi qu'on retrouve chez tous, même chez les groupes armés. Enfin, tout ça être au contact de la chose militaire, être au contact des armes, c'est un univers en soi. Et je vous dis, qui parfois est très difficile à décrire auprès de nos proches, qui parfois ne comprennent pas toujours pourquoi on fait ce métier-là et pourquoi on va au contact, qu'on va au plus près des troupes dans les conflits armés. Tout à l'heure, on évoquait le côté psychologique de la préparation avant d'aller sur un terrain de guerre. Quelle est ta plus grande peur quand tu pars en mission et comment est-ce que tu la gères? La plus grande peur quand on part en mission, on devient assez vite superstitieux, je vais dire. C'est que il y a des, faut être on gère sa peur. On sait qu'elle doit être présente. Quelqu'un qui n'a plus peur devrait arrêter de faire ce métier, parce que on n'est pas des gens inconscients. On est des gens qui mesurent tout ce qu'ils font quand ils sont justement sur le terrain. On essaye, bien sûr, évidemment, il y a le paramètre du destin, ou le paramètre on ne sait pas toujours, on n'a jamais une 100% de certitude de rentrée. Donc il faut écouter les signes, il faut écouter, et puis parfois ne pas y penser aussi. Mais souvent, d'expérience, quand le danger est là, on ne l'a pas anticipé. C'est-à-dire qu'il arrive, et souvent d'ailleurs, on se rend compte qu'en fait, on vient vivre une situation extrêmement dangereuse, et on en est ressorti. Et après, rétrospectivement, on se dit waouh, en fait, on n'aurait pas dû être là. Ou il y a toujours une part une part d'imprévu, ça c'est sûr, mais il y a toujours une part il y a toujours quelque chose qu'on fait, on s'imagine. Donc en fait, on ne peut pas tout maîtriser. Et même aujourd'hui, dans les types de conflits comme l'Ukraine, avec la menace des drones en particulier, ou de l'artillerie, puisque l'Ukraine est en fait un immense duel d'artillerie. Une grosse partie des blessés et des morts sont liés justement au shrapnel, aux pièces de métal en fusion qui partent des obus quand ils explosent. C'est ça qui tue le plus là-bas. Les drones, évidemment, mais les drones font partie aussi de cette artillerie, de tout cet ensemble, de cet enfer du front. Ça, c'est assez exceptionnel, parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres guerres. Peut-être en dehors de la bataille de Mossoul, où là, on avait un affrontement front contre front. Le reste du temps, les autres guerres, les autres conflits armés, que ce fut l'Afghanistan,
l'Irak, le Sahel également, c'est essentiellement une guerre de guérilla, faite d'embuscades, de dérobades de l'ennemi, qui est moins fort que vous, et donc qui tente de vous piéger en fait. Donc c'est pas du tout la même psychologie que quand on est en train d'attendre dans une tranchée et qu'il y a des obus qui tombent autour. Là, on est plus dans ce qu'ont connu les soldats pendant la Première, la Seconde Guerre mondiale. On est dans une guerre de front. Là, la peur, elle est totale. Les explosions, bien, on apprend à mesurer à l'oreille si elles sont lointaines ou si elles sont proches, quand elles se rapprochent, quand le danger arrive. Tout ça, c'est l'expérience qui le donne. Et on est à chaque fois à la merci d'un obus. Ça peut passer très près, ça peut tout à coup, voilà, ça peut passer à 1 kilomètre, ça peut passer à 100 mètres, où vous êtes à l'endroit où ça tombe. Donc en fait, il n'y a pas de certitude, il n'y a jamais 100% de réussite. Donc dans ce cas-là, voilà, on y va. Et puis il y a voilà, et vous avez beau avoir un casque et un gilet pare-balles qui sont absolument nécessaires quand on va dans ces zones, mais c'est pas ça qui va vous protéger, ou en tout cas ça vous protégera un minimum, mais certainement pas suffisamment par rapport à ce que certaines armes, aux dommages que peuvent causer certaines armes. Le journalisme de terrain est aujourd'hui concurrencé par l'instantanéité des réseaux sociaux. Quel regard portes-tu sur cette transformation? Ouais, je dirais qu'il y aura toujours un besoin à la fois de journalisme de terrain, mais surtout euh, journalisme qui permet, moi je crois beaucoup au journalisme d'immersion, mais en même temps d'explication. C'est-à-dire on vient, on raconte au plus près ce que vivent les soldats, ce qui se passe dans leur tête, leurs craintes, leurs angoisses, comment ils survivent et comment ils vivent au quotidien. Mais aussi on essaye d'expliquer au maximum avec des références et une prise, on va dire, de recul régulière pendant le documentaire. On essaye d'expliquer une histoire, on essaie de raconter un conflit de cette façon. Et ça, je pense que par rapport à l'instantanéité qui va vous montrer une image ou qui va vous montrer juste un bout d'extrait vidéo, là, vous n'avez pas toute l'information. Vous avez une information qui peut être spectaculaire, qui va vous montrer une explosion, qui va vous montrer une frappe de missile sur Israël ou en Iran récemment, mais vous n'aurez pas l'histoire complète parce que vous n'allez pas pouvoir suivre. Or, en étant sur le terrain, c'est l'avantage, ça vous permet de passer plusieurs jours, de comprendre l'impact d'une frappe, par exemple, de comprendre une avancée de troupes, de comprendre au contraire un retrait de troupes quelque part, comment ça se fait, comment ça s'opère, et de comprendre un petit peu quelle va être l'attitude et la philosophie des soldats par rapport à ça, et même des civils. Donc vous allez être dans l'écosystème de la guerre, et ça, vous pouvez pas l'avoir avec l'instantanéité si vous faites des coups simplement pour faire le buzz, pour montrer. Il faut pouvoir faire sens, il faut pouvoir raconter une histoire, et ça, je crois beaucoup à ce journalisme à la fois immersif, mais aussi explicatif, et c'est un peu la mission d'Omerta. C'est pour ça que nous développons ce type de documentaire chez Omerta, bien particulier. Est-ce que ta perception du métier a changé au fil des années? Oui, parce que quand j'ai commencé, il y avait 3 journaux concurrents, 4 magazines, et je travaillais à Paris Match à l'époque. Donc, quand on allait sur le terrain, on pouvait vraiment faire la différence sans être nécessairement noyé dans un brouhaha médiatique où ça part de tous les côtés, où on récupère votre histoire sans vous citer, et hop, vous faites partie du bruit médiatique qui s'empare d'un événement. Et donc, à l'époque, c'était plus clairement identifié, je vais dire, mais il n'empêche qu'on peut aussi aujourd'hui faire la différence, on peut aussi se singulariser, faire du bon travail. Et je crois qu'il y a un besoin de prendre le temps aussi pour expliquer une histoire, pour bien la monter. C'est pour ça que d'ailleurs que le documentaire est très complémentaire par rapport à ce que je faisais avant, c'est-à-dire l'écriture d'un texte pour Paris Match en collaboration et en travaillant avec un photographe qui lui apportait les images. Là, je suis aujourd'hui dans une partie où je fais du documentaire. Je continue à écrire aussi, mais je fais surtout du documentaire, et c'est une sorte de prolongement un petit peu de ce que je faisais avant. On va revenir une nouvelle fois sur ton parcours lors de tes voyages sur les terrains de guerre. Tu as rencontré des chefs d'État, des combattants, des civils qui ont été brisés par la guerre. Quel témoignage t'a le plus bouleversé?
Oh, les témoignages bouleversants, moi je trouve que c'est les blessés de guerre. Quand on va, je parlais de mon premier reportage sur les hôpitaux, j'en ai fait d'autres sur le syndrome de stress post-traumatique, la question des amputés aussi avec les mines antipersonnelles qui ont été un fléau dans les derniers conflits en Irak, en Afghanistan, qui reste un fléau d'ailleurs, même en Ukraine, où il y a beaucoup de soldats qui sont blessés de cette manière. Oui, c'est des... moi, les témoignages les plus marquants, c'est aussi ce qu'on appelle l'impact psychologique de la guerre et comment la guerre peut vous bouffer de l'intérieur sans même que vous soyez blessé physiquement. Un soldat qui souffrait de stress post-traumatique m'avait dit un jour, j'aurais préféré être amputé plutôt que d'avoir ce qui se passe dans ma tête. Et je crois que quand on réalise que quand on a l'impression d'être intact comme ça, qu'en fait on est abîmé intérieurement et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, je crois que c'est peut-être ce qu'il y a de pire dans ce que peut impacter un conflit, parce que un syndrome de stress post-traumatique peut affecter un soldat, mais aussi énormément de civils. Quand on voit sa maison bombardée, son père tué devant soi, c'est sûr qu'à vie, on est marqué. Et la guerre, souvent, et ça c'est ce que j'ai appris en allant dans ces terrains, c'est que la guerre continue en fait. Je suis allé en Bosnie il n'y a pas longtemps, en 2024 plus exactement, donc il y a un an, et j'ai remarqué que quelqu'un nous a dit, quand on était sur place, ici c'est comme la guerre, sauf qu'il n'y a plus les armes. C'est-à-dire qu'en fait, les communautés continuent à être à couteau tirés les unes contre les autres, exactement comme ça s'est passé au moment du drame de la Bosnie dans les années 90. Et en fait, en réalité, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé, sauf qu'ils ne se tirent plus dessus. Vous me direz, c'est déjà pas mal qu'ils ne se tirent plus dessus. Et je crois que un des grands problèmes à ce fléau de l'humanité qu'est la guerre, c'est la question des armes, de leur prolifération, de ce marché florissant, parce que quand on tient des propos pacifistes, où on tient des propos souhaitant la paix et l'harmonie universelle, et que dans le même temps, on se réjouit que notre industrie d'armement s'est jamais aussi bien portée. Il y a un peu un antagonisme, quelque chose d'extrêmement contradictoire entre ces deux attitudes, de souhaiter la paix d'un côté et de vendre des armes de l'autre. Je pense que si on vendait moins d'armes, il y aurait moins de conflits par défaut de combattants, ou peut-être que les combattants se combattraient les uns les autres différemment et se tueraient moins. C'est une évidence. Je pense que ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est la multiplication des sources de fourniture d'armes, la sophistication des armes se développer, et aussi surtout le fait que des armes ultra sophistiquées sont aujourd'hui dans les mains de groupes terroristes, de groupes armés de toutes sortes, alors qu'avant ils appartenaient, vous me direz, ça faisait aussi beaucoup de morts, mais ils appartenaient à des armées reconnues. Aujourd'hui, vous avez une prolifération des armes, et un conflit comme l'Ukraine, évidemment, n'a fait qu'aggraver considérablement justement cette prolifération des armes partout sur la planète. Tu as écrit plusieurs livres. Qu'est-ce que l'écriture t'apporte de différent par rapport au reportage vidéo ou télé? Je pense que même si j'adore le documentaire, même si vraiment je trouve que avec le documentaire j'ai inauguré une nouvelle forme d'écriture d'une certaine façon, que dans la restitution d'une situation, et je disais qu'elle est compliquée à restituer, elle est compliquée à faire comprendre, mais je crois que l'écriture est la manière d'aller le plus loin possible. On peut toujours améliorer l'écriture, alors qu'une fois qu'on a de l'image, ben, on ne peut pas inventer des images, on peut truquer des images, mais c'est pas... Évidemment, on s'interdit de truquer des images dans notre métier. On essaye de montrer la réalité telle qu'elle est. On peut faire dire des choses à des images, mais dans l'écriture, il y a moyen, je pense, d'aller encore plus loin, d'emporter un lecteur, de l'amener dans un univers. Et vraiment, si on écrit les choses bien, si on passe du temps, l'écriture, quelque chose d'extrêmement satisfaisant aussi, du point de vue du but vers lequel du but atteint, c'est-à-dire d'avoir retranscrit exactement ce qu'on a pu voir, ou en tout cas d'avoir approché une réalité. Tu es directeur de la rédaction d'Omerta depuis 2022. Qu'est-ce que les journalistes
peuvent, selon toi, faire à Omerta qu'ils ne pourraient pas faire ailleurs dans un média dit mainstream? Voilà. Et Omerta a cette particularité pour moi de prolonger, je dirais, le rêve matchien, le rêve de Paris Match, qui était cette entrée dans l'histoire par l'image. L'entrée, c'était la double page dans Paris Match. On rentrait par une photo très forte qui permettait justement de s'intégrer dans une histoire, dans un contexte, et ensuite d'expliquer ce contexte par l'écriture et par d'autres images. Cette façon de présenter les histoires était bien particulière, et je pense que le documentaire immersif de type de celui qu'on fait, on en a fait à peu près une cinquantaine chez Omerta, respecte aussi ces règles et permet justement à celui qui nous regarde d'accompagner et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui sont là-bas, qui sont au front, qui sont dans les conflits ou qui les subissent pour ce qui est des populations civiles. Donc, vraiment, pour moi, c'est la prolongation. Après, il y a chez Omerta quelque chose aussi d'intéressant, c'est d'aller dans des endroits où les autres ne vont pas, soit que les autres ne peuvent pas aller, parce que, par exemple, certaines zones comme l'Afghanistan ou le front russe, par exemple, sont extrêmement difficiles d'accès grâce à des réseaux d'accès qu'on a bâtis, ou que j'ai bâtis, par exemple, dans ma carrière. J'ai encore ces possibilités, justement, d'aller dans ces terrains-là. Et ça, c'est bien qu'Omerta nous donne les moyens d'aller et de ramener de l'info et de ramener du bon journalisme dans des endroits très reculés qu'on ne voit pas forcément. Là, je vais partir en République démocratique du Congo. C'est aussi un endroit qui est un peu oublié en termes de conflit. Donc, essayer de voir un petit peu, d'aller dans un endroit dont on ne parle pas ou qu'on a oublié, ça fait partie des missions. Et je trouve que ça évite justement le côté répétitif d'aller tout le temps faire le conflit du moment. Vous savez, il y a des choses qui sont un peu à la mode. C'est-à-dire, tac, il y a effectivement des frappes d'Israël sur l'Iran, des frappes de l'Iran sur Israël. Alors, tac, on prend ce prétexte pour simplement faire du breaking news et aller sur place, commenter, sans avoir forcément des accès exceptionnels, mais en disant, on y est, ok, c'est très bien, cet aspect-là est très bien, mais il y a aussi l'idée de mettre le focus et d'ouvrir la lumière, de mettre la lumière justement sur des conflits et sur des événements qu'on ne voit pas forcément et sur lesquels on n'a pas forcément l'accès. Voilà. Justement, est-ce que tu penses que certains sujets sont encore intouchables dans les grands médias? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment se donner la volonté de le faire. Il y a des grands médias qui arrivent aussi à faire des choses très intéressantes. J'ai des confrères à France 2, j'ai des confrères qui font des choses remarquables et qui appliquent exactement les mêmes critères que les miens quand ils sont sur le terrain. Donc la vraie question est la décision des rédactions d'envoyer quelqu'un ou non, de couvrir ou non tel événement. Moi, ce qui est intéressant avec Omerta aussi, c'est le fait de travailler en petites équipes, c'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux, et donc du coup, on n'a pas cette inertie terrible où il faut un processus de décision parfois compliqué pour pouvoir partir ou pour pouvoir passer tel ou tel sujet. Là, on produit, ensuite on publie, on applique des critères très stricts, on est des grands professionnels, mais disons, on n'a pas toute cette pesanteur de la grande structure, et ça aussi, c'est un avantage, c'est un luxe aujourd'hui. Le métier de grand reporter est souvent idéalisé. Quelle est selon toi la face cachée de ce métier? La face cachée, c'est, on va pas se leurrer, c'est un métier qui use, qui à la fois exalte l'être humain, en tout cas lui fait accomplir pendant des années euh, le plus beau métier du monde, l'amène dans des galaxies, dans des endroits, où 90% des êtres humains ne vont jamais.
et le mettre surtout dans des situations exceptionnelles par rapport même à des militaires. Nous, on a vécu parfois des expériences de guerre beaucoup plus importantes en termes de quantité, en termes parfois d'intensité, que certains militaires qui ont fait toute leur carrière dans l'armée. Donc, parce que évidemment, on va dans les endroits où ça se passe et de ce point de vue-là, on est privilégié, je dirais. On est privilégié parce qu'on est vraiment des témoins du monde et de l'histoire qui se fait, qui parfois sort de terre devant nous. Comme j'aime bien cette expression, on est vraiment dans l'histoire qui jaillit devant nous et on peut l'accompagner, qui est un privilège, un luxe incroyable. Maintenant, sur le revers de la médaille, c'est évidemment le coup peut-être émotionnel, le fait que aussi parfois on laisse un peu sa famille de côté. On a une sorte en permanence d'attirance vers des choses. On est toujours alerte à ce qui se passe, prêt à partir, prêt à prendre son sac, prêt à se dire, bah voilà, demain je quitte ma vie quotidienne pour partir, pour quitter. Je romps les amarres. Et ça, pour les gens qu'on laisse derrière soi, ça peut être difficile, ça peut être... Il y a toujours cette angoisse de ne pas nous voir revenir. Il y a cette particularité pour des enfants aussi de voir leur père souvent partir. Euh, voilà, j'ai une amie de France, qui est grand reporter à France 2, qui s'appelle Dorothée Olieri, qui écrit un livre qui s'appelle Maman s'en va en guerre, qui raconte comment une mère, justement, elle doit expliquer à ses enfants qu'elle part couvrir des conflits, qu'elle part. Et puis justement, pour les gens qui restent derrière et la famille, de voir que vous êtes là-bas, en Syrie, en Irak, et quand ils ouvrent un poste de radio ou quand ils allument la télé ou quand ils regardent Internet, eh bien, on parle quasiment que de l'endroit où vous êtes parti. Vous êtes parti en Syrie et on ne parle que de la Syrie. Donc ça ajoute évidemment à l'angoisse. Voilà, je me souviens de la chute d'Alep où, à l'époque où il y avait des bombardements absolument intenses, peut-être les pires bombardements que j'ai vécu dans ma vie. Et ma femme voulait fêter l'anniversaire d'un de ses fils. Et on avait organisé quelque chose et j'ai pas pu y assister. Et je me souviens de l'avoir eu au téléphone, lui dire, voilà, je ne peux pas quitter Alep, les bombardements sont trop intenses. Je ne peux pas quitter la ville. Voilà. Et ça avait été un moment. Bon, ensuite, j'avais réussi finalement à partir 2 jours plus tard, le jour de l'anniversaire. Donc, j'avais appelé, j'avais fait un Skype depuis ma chambre d'hôtel à Beyrouth. Mais voilà, ce genre de choses, on gâche beaucoup de choses quand on est grand reporter, ou certaines fois où on s'apprête à passer un week-end avec des amis. Les amis arrivent, ils sont contents de vous voir, et puis vous êtes en train de faire votre sac parce que vous venez d'avoir un coup de fil. Et le journal ou le média pour lequel vous travaillez vous envoie quelque part. Et donc, les amis arrivent et puis vous partez. Voilà. C'est aussi une manière, vous gâchez des choses. Voilà. Justement, le fait que ton entourage vit mal logiquement le fait que tu partes sur des terrains dangereux, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ce métier? Et si oui, qu'est-ce qui t'a retenu? Non, j'ai pas pensé à arrêter ce métier. Je sais qu'il faudra un moment ou un autre que je lève le pied. Je ne sais pas du tout comment aborder cet aspect-là. J'y ai pensé beaucoup de fois. En revanche, je suis très très content de transmettre, de voir qu'il y a des jeunes aussi qui reprennent le flambeau, en particulier à Omerta. Voilà, j'essaie de les accompagner au mieux. Mais moi, je me vois pas du tout arrêter comme ça. Alors, je fais moins de reportages qu'à une époque, hein. C'est sûr qu'en termes d'intensité enfin, je fais toujours des reportages intenses, mais j'en fais moins. Peut-être plus sur le long cours, peut-être plus. Je les sélectionne, mais en tout cas, j'aime bien pouvoir faire les deux. Mais arrêter complètement, ça serait comme un peu me priver d'oxygène. Et pour le moment, je l'envisage pas. As-tu une mission que tu regrettes de ne pas avoir faite, un pays ou un conflit que tu aurais voulu couvrir? Moi, ma grande période, ça a été... ce qui a déclenché, ce qui a changé ma vie, c'est le 11 septembre.
Le 11 septembre m'a permis d'aller aux États-Unis, donc de couvrir la guerre en Irak, donc de couvrir celle en Afghanistan. Donc ce sont les guerres américaines qui m'ont amené au reportage de guerre. Euh, Est-ce que les conflits précédents, oui, j'aurais sans doute aimé couvrir les Balkans. J'ai été en Bosnie je disais, il y a un an. Ce qui m'a paru intéressant, c'est que pour la première fois, je faisais un reportage on va dire, 30 ans après, les cicatrices toujours ouvertes, toujours béantes d'un conflit qui s'est passé 30 ans avant. D'habitude, je fais toujours le conflit, et puis après, parfois, je reviens, notamment avec la Syrie, pour voir ce qui s'est passé d'un conflit qui a démarré il y a 10 ans et que j'ai couvert quasiment depuis le début. Ça, c'est un petit peu différent. Oui, j'aurais sans doute aimé faire ces guerres. J'ai pas de regrets particuliers. Euh, peut-être oui, le conflit israélo-palestinien que je n'ai pas couvert à Paris Match parce qu'il était déjà, on va dire, trusté par d'autres reporters et très intense à l'époque. Donc il fallait un peu faire sa place. Et donc on commençait par des conflits, on va dire, périphériques ou qui arrivaient comme ça de façon à faire sa place en fait. Et donc quand je suis arrivé à Paris Match, il y avait déjà beaucoup de gens qui couvraient le conflit israélo-palestinien. Je pense que si j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir assez couvert, peut-être celui-là, même si je l'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié. C'est quand même un conflit et j'ai beaucoup lu dessus. C'est un conflit qui est extrêmement important dans nos vies. Et peut-être le petit regret, ce serait de ne pas avoir été assez là-bas, même si j'y suis allé quelques fois. Si tu pouvais interviewer une seule personne aujourd'hui, vivante ou morte, qui choisirais-tu et pourquoi? Ah là là, une seule personne. J'ai le droit à un mort et un vivant. On va dire, ok. Un vivant. Hmm, j'aimerais faire Trump, c'est évident. Euh, je dirais que Trump et Poutine, mais peut-être plus Trump. Parce que même si on croit tout savoir, quand on rencontre la personne, et j'avais un directeur à Paris Match qui avait connu Donald Trump dans les années 90 et qui m'en avait beaucoup parlé, le personnage est vraiment, vraiment très étonnant. Poutine, évidemment, est aussi quelqu'un, mais complètement différent, aussi très étonnant et qui pèse. Et ces deux personnages-là, on va dire, puisque en plus on les a sur la couverture du dernier Omerta, ces deux personnes façonnent le monde. C'est quand même encore le retour de cette vieille guerre froide entre Russie et États-Unis, avec parfois des rapprochements, parfois des périodes de tension, des guerres, puisqu'en ce moment, évidemment, c'est la guerre en Ukraine. Et puis pour ce qui est des morts, moi j'aurais aimé rencontrer on va dire que là, dans un autre registre, quelqu'un comme Robert Capa, on va dire prince des photojournalistes. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des Noël Kidu, des Alvaro Canovas, des gens qui ont marqué la profession en termes de photographes, reporters d'images, des gens qui ont des photojournalistes. Et Robert Capa représentait, avec ses photos du débarquement, ses photos de la guerre d'Espagne et tout ce qu'il a pu couvrir jusqu'à sa mort en 1954 en Indochine. Lui aussi a été un témoin de son temps. J'aime bien cette idée de ces reporters. C'est ce que j'ai voulu faire moi aussi, d'accompagner une histoire qui change. En l'occurrence, je vous disais, c'est le 11 septembre qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait partir, qui m'a ouvert des portes incroyables. Eh bien, j'ai essayé au mieux d'expliquer la radicalisation, l'islam radical, l'impact que ça a pu avoir sur nos sociétés. J'ai écrit 2 livres sur Daesh, qui sont les conséquences de toutes ces guerres. Et puis ensuite est revenu un retour, on va dire, à une période qu'on croyait révolue, qui était cette guerre froide, avec la guerre en Ukraine. Donc parfois l'histoire est très difficile à discerner. On croit être embarqué dans une nouvelle ère, et puis on a quelque chose qui vous ramène en arrière. Il y a des permanences comme ça, historiques, des choses qui sont héritées du XXe siècle et qu'on retrouve au XXIe siècle, tout en se disant que voilà, l'époque a complètement changé. En fait, non, il y a des choses qui reviennent, des conflits qui ont croyé éteints et qui sont pas là, qui avant le 7 octobre, on pensait que
l'affaire était réglée entre Israéliens et Palestiniens. Il y avait toujours on va dire des conflits, mais on pensait que le gros était passé. Et puis il y a eu le 7 octobre et ensuite toutes les guerres qui ont suivi, l'intervention au Liban, l'intervention contre l'Iran, la stature de Netanyahou, le côté controversé, le drame humanitaire que subit Gaza encore aujourd'hui. Bref, on est voilà, on pense que le conflit s'éteint. En fait, il n'est pas complètement. Et tel un volcan, il revient. Et c'est à nous de nous poser des questions aussi sur comment on règle un conflit et sur le fait que parfois on s'imagine que sur le papier il y a un traité, mais en fait les choses sont pas souvent finies complètement. Pour en revenir au métier de grand reporter, si un jeune journaliste te dit qu'il rêve d'en devenir un, qu'est-ce que tu lui réponds? Ouais. Je lui réponds, réfléchis à ce que tu veux faire de ta vie. Réfléchis bien à ce que tu veux apporter au tien, comment tu veux mener ta vie. Quand on est reporter, moi je dis, il y a deux catégories d'individus sur Terre. Il y a les gens qui préparent l'après, qui préparent presque leur mort, en fait, qui anticipent ce qu'ils vont faire dans leur vie, qui ont planifié leur existence et sont très doués pour ça et sont parfois très heureux à le faire. Et moi, j'encourage, quand on est de cette nature-là, à faire ces choses-là. Et puis, il y a des gens comme nous, les reporters, dont, quelque part, l'existence consiste à repousser indéfiniment les limites de leur jeunesse. Alors, à un moment, les limites de cette jeunesse, on va les trouver. Mais la jeunesse, c'est la capacité de pouvoir tout faire, la capacité d'aller partout. Ensuite, la vie se charge de vous buriner d'épines et de vous faire sentir la douleur de l'âge qui arrive. Mais le reporter permet de réinventer en permanence sa propre histoire à travers celle des autres. C'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire qu'on raconte les histoires des autres et en même temps, notre histoire continue, notre histoire s'écrit. Voilà. Et je crois que c'est la plus belle chose dans ce métier, justement, c'est cette jeunesse permanente, cette étincelle, cette capacité à être curieux, à être toujours étonné de quelque chose. Parce que le genre humain a des côtés extrêmement dramatiques et j'ai raconté par bribes les moments douloureux, les moments des grandes tragédies. L'humain a un côté effroyablement attiré par la tragédie, mais il a aussi des sursauts d'humanité. Et je pense que ça aussi, c'est une des choses importantes, c'est d'arriver à trouver ces sursauts d'humanité dans le monde, à les mettre en lumière, à témoigner, à raconter qu'ils existent et que eh bien, l'existence n'est pas vaine et qu'elle est faite d'une série d'espoirs, mais qu'il faut savoir la regarder en face, l'appréhender et en témoigner. Voilà. Est-ce que tu as encore des rêves de journaliste que tu n'as pas accomplis? Des rêves de journaliste que j'aurais pas accomplis, oui, il y en a certainement. C'est un peu comme les histoires qu'on n'a pas couvertes, c'est un peu comme les personnages qu'on n'a pas rencontrés. Il y a des dimensions, en effet. Moi, par exemple, je suis très impressionné par la guerre souterraine ou la guerre clandestine. Non pas que je m'y intéresse pas, hein, mais je pense que c'est un domaine sur lequel peut-être j'aimerais plus creuser actuellement, de voir comment en fait notre monde numérique qui s'est ouvert sur des dimensions qu'on ne soupçonnait pas il y a encore 10 ou 20 ans, eh bien, ce monde numérique est aussi utilisé pour la guerre et que le conflit, à travers des groupes, on va dire, comme le Mossad, la CIA, des agences d'espions, font des choses autour de ces mondes-là et grâce à ces mondes-là qui sont extrêmement intéressantes. Il y a voilà, la guerre clandestine, la façon dont la guerre clandestine a pris des chemins insoupçonnés, eh bien, m'intéresse. Ça fait partie des choses que j'aimerais creuser. Mais vous me direz, j'ai le temps, je peux toujours encore le faire. Hein. Je pense que je vais peut-être me pencher un peu plus là-dessus dans les prochaines années. Mais en tout cas, c'est une dimension que je trouve absolument passionnante. Et puis, il y a toujours ces évolutions aussi. Alors, vous me direz, ça va dans le côté tragique de l'être humain qui invente toujours des choses extrêmement sophistiquées, extrêmement performantes pour tuer son semblable. Les drones,
la guerre cyber, toutes ces nouvelles applications, toutes ces nouvelles choses qui sont extrêmement mortelles, bah oui, l'homme va perfectionner aussi la manière dont il tue. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire du genre humain. Et on ne peut pas passer à côté. On peut le regretter, qu'on ait cette attirance, je vais dire, vers la mort, alors que la vie est si magnifique. Mais bon, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il faut se pencher. Tu pars donc en RDC. Ce genre de terrain, c'est des terrains qui sont assez compliqués. Ça demande de l'organisation en amont, sur le terrain. Ça demande de la logistique. Comment faire pour aider le média Omerta à se développer? Comment peut-on le faire? Ben, c'est en nous soutenant. Voilà, nous, on ne vit pas sans vous. Ça, c'est notre. On ne peut qu'être humble par rapport à ça. C'est que si vous nous suivez pas, nous, on n'existe pas. On met la clé sous la porte et on fait autre chose. En tout cas, moi, je vous encourage, si vous aimez Omerta, si vous aimez ce que vous avez pu à aller sur l'application, à vous abonner. Ça coûte pas très cher. Déjà, regardez un petit peu nos productions. Vous dépensez 5 euros en un mois, vous pouvez regarder tous nos documentaires, même en quelques jours s'ils vous passionnent, et au moins vous aurez nos productions. Il y a évidemment la chaîne YouTube qui a un succès assez conséquent, puisqu'on a dépassé les 450 000 abonnés, et qu'on est bien parti pour, dans quelques mois, franchir la barre du demi-million. Ça nous honore, c'est fantastique. Il y a aussi le succès du magazine, hein, dont je rappelle voilà, Poutine, Trump à l'assaut de l'Europe. J'en ai parlé beaucoup de Poutine et de Trump. Mais ça, c'est le magazine. Et il y aura une nouvelle édition. Je ne veux pas vous la spoiler encore, mais en août, un nouveau numéro du magazine. Je crois que ça va être notre 7e numéro. On a aussi 2 hors-séries consacrées à la guerre en Ukraine qui relatent les reportages qu'on a fait sur place et qui donnent aussi des éléments très riches d'explications sur l'évolution de la guerre, notamment en particulier sur les drones, sur les SMP, sur Wagner, sur plein de choses. Donc si vous êtes passionné de tout ce qui se passe, vous avez encore ces abonnés, ces hors-séries que vous pouvez commander sur le site internet. Bref, il y a plein de choses avec lesquelles grâce auxquelles vous pouvez nous aider, vous pouvez nous soutenir, vous pouvez faire des dons. Bref, on est dans un moment où on a besoin de vous pour continuer à vous montrer cette manière originale de présenter l'actualité, de pouvoir vous amener dans des galaxies, dans des mondes dont vous entendez peu parler ailleurs, je vous dis pas, soit parce qu'il n'y a pas d'accès, soit parce que certains médias s'en désintéressent. Eh bien, nous, non. Nous relevons le défi et nous vous emportons justement dans ces mondes-là. Voilà, c'est votre manière à vous de nous soutenir et nous serons fidèles à la promesse d'Omerta de vous ramener du journalisme d'extrêmement grande qualité.